D'abord, un grand merci, merci pour cet accueil, merci beaucoup donc à la Société d'Histoire des Français de Chine. Je suis très content de pouvoir faire cette petite présentation. J'ai l'impression que c'est un peu, comment dire, un défi, parce qu'en une heure, parler du théâtre chinois, c'est très très court, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Quand on fait des conférences sur le théâtre, on a bien montré des images, des vidéos, j'en ai apporté, mais compte tenu du temps, je doute de pouvoir en montrer beaucoup, donc je serai obligé parfois de passer très très vite. J'espère que ce sera un peu frustrant, je pense, pour vous, mais j'espère que vous comprendrez que je suis obligé de compresser un petit peu le temps. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide, assez sommaire, mais assez fouillée malgré tout de qu'est-ce que le théâtre aujourd'hui en Chine, ce qu'il a été et ce qu'il est en train de devenir. Par théâtre chinois, attention, on ne parle pas de l'opéra chinois, il faut dire la différence. L'opéra chinois qui est un art beaucoup plus ancien que l'opéra chanté. On parlera un petit peu en lien avec le théâtre, mais on parle de ce qu'on appelle en Chine huatu, c'est-à-dire le théâtre parlé, qui est le théâtre importé d'Occident. Donc ce théâtre parlé, ce théâtre occidental qui s'est développé en Chine, très étrangement, on le fait commencer avec le Japon. Son histoire commence au Japon, non pas sur le sol chinois. Mais on a très souvent tendance à omettre qu'avant d'être importé par le biais du Japon, il y avait quand même sur place, en Chine, des troupes de théâtre amateur, notamment par les étrangers, les Européens, qui vivaient même à Shanghai, et qui avaient créé très tôt, donc au milieu du XIXe siècle, la première troupe de théâtre amateur qui s'appelait l'ADC, donc l'Amateur Dramatic Club, et qui se réunissait régulièrement dans un théâtre qui s'appelle en anglais le Lycéum, mais en chinois le Lanxin, qui aujourd'hui se trouve sur la Bangming, qui est toujours présent, qui est d'ailleurs un des théâtres les plus anciens de Shanghai. Je sais que vous êtes ici donc très sensible à l'architecture et au patrimoine, je vous fais des petites parenthèses. C'est un des rares théâtres de style italien qui a été conservé à Shanghai à peu près en l'état, parce que tous les théâtres ont été détruits, modifiés, rénovés. Le théâtre Lanxin, le Lycéum, est un des théâtres qui a gardé son architecture première de façon quasiment intacte. Et c'était donc le lieu où se réunissaient cette troupe d'amateurs étrangers. Mis à part ces groupes amateurs, on avait aussi dans les écoles, notamment les écoles jésuites, on avait aussi des classes de théâtre, des cours de théâtre, et dans certains collèges publics chinois, comme Xuehe Gongshi, une école publique de l'arrondissement de Xuehe, on trouvait aussi des classes de théâtre et des étudiants, des lycéens qui s'initient au théâtre. Voilà. Donc voici pour la mémoire historique de Shanghai, l'Amateur Dramatic Club, avec un logo un peu cabalistique, un peu étrange, ADC, et ce théâtre, le Lycéum, a été construit en 1871, il a brûlé une première fois, donc il a été déplacé sur une ancienne rue qui s'appelait la Poulienlou, qui est aujourd'hui qui s'appelle la Huqiulu, en 1874, et puis maintenant il se trouve vers Mangmulu. La version qu'on a aujourd'hui date de 1930. Et voilà quelques photos de ces clubs donc étrangers, parfois fréquentés aussi par des Chinois, qui se déguisaient, qui jouaient du théâtre en anglais, du répertoire étranger au sein même du Lycéum. Donc c'est quand même une troupe d'amateurs, mais qui avait un certain impact et une certaine aura sur Shanghai, qui était relativement suivie. Mais étrangement, le théâtre occidental ne va pas démarrer, ne va pas prendre depuis Shanghai. Il va venir par le biais des étudiants chinois qui étaient très nombreux à l'époque au Japon, suivre des études, et il y a eu au Japon, au début du XXe siècle, tout un mouvement de renouveau du théâtre occidental qui est aussi importé et qui a provoqué beaucoup d'enthousiasme. On appelait ça le nouveau théâtre, le Shinpa en japonais, et beaucoup d'étudiants chinois qui faisaient leur études au Japon vont se prendre au jeu, vont s'initier donc au Shinpa, ce nouveau théâtre occidental importé au Japon, et vont commencer à jouer des premières pièces. Et ce théâtre-là, on va l'appeler en chinois Wemingxi, si on traduit littéralement, c'est le théâtre cultivé. Alors quelques figures importantes de ces premiers étudiants chinois qui étaient présents au Japon. L'un des plus connus, parce c'est une figure marquante de la culture chinoise, notamment dans le monde des arts, qui est Li Shutong, plus connu peut-être sous le nom de Hongyi Fa Shi, pour ceux qui le connaissent, qui est devenu moine plus tard. On le voit là-bas. Si vous
remarquez bien, je vais y venir tout à l'heure, il porte un chapeau féminin de femme, parce que, évidemment, dans les premières troupes de théâtre occidentales, il n'y avait pas de rôle féminin. Et le Japon n'a pas non plus, parce qu'au Japon, les femmes, les actrices ne vont pas facilement sur scène non plus. Donc tous les rôles étaient joués par des hommes. Et ils joueront donc à régulièrement jouer, notamment dans la Dame aux Camélias, des rôles féminins, en costume féminin. À cette époque-là, il était peu connu. Il est devenu par la suite un très grand peintre, un très grand calligraphe. Et puis, au sommet de sa gloire, il a tout quitté pour devenir moine. Et il est devenu un moine influent, extrêmement respecté en Chine. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner un peu sur sa biographie. C'est vraiment un personnage très intéressant. Il a créé avec beaucoup d'autres, je ne vous donne pas tous les noms parce qu'ils sont nombreux, mais ils ont créé une troupe qui s'appelle la Compagnie du Sol du Printemps. C'était le nom de cette troupe d'étudiants chinois au Japon. À côté d'eux s'est formée une seconde troupe qui s'appelait la Troupe du Progrès, qui était par d'autres étudiants avec des optiques légèrement différentes. Ces troupes-là, après le développement du théâtre au Japon, sont tous rentrés à Shanghai et ont repris ces troupes, ont repris leur spectacle. Voilà la compagnie des Sols du Printemps, avec quelques rares photos de scènes de mauvaise qualité qu'on peut retrouver dans les archives. Vous reconnaissez là-bas encore les Choutron, toujours en costume féminin. Et ici, l'une des pièces il faut savoir qu'il y a deux pièces qui marquent la naissance du théâtre parlé en Chine. La première, c'est la Dame aux Camélias, justement, et la seconde, étonnamment, n'est pas une pièce de théâtre, c'est La Case de l'Oncle Tom, donc le roman adapté à la scène. Alors pourquoi La Case de l'Oncle Tom? Parce que le sort des esclaves noirs américains avait beaucoup ému les étudiants chinois dans une période troublée de l'histoire de la Chine, et donc on s'était emparé de cette histoire-là pour en faire un drame, et qui a rencontré un vif succès. Donc ça a été le plus gros succès de ce théâtre dit cultivé, littéraire, Wamingxi, au tout début de l'histoire du théâtre en Chine. Donc ce Wamingxi va revenir du Japon à Shanghai, il va se développer peu à peu, il va peu à peu trouver des théâtres, des scènes, on va commencer à le jouer. On peut dire qu'on peut observer deux tendances au sein même de ce courant. Une qui est celle d'une recherche plus intellectuelle, des idées, d'expression artistique, et une autre proprement shanghaïenne aussi, qui est plus orientée vers le divertissement. Théâtre d'amusement, de divertissement, qui va peu à peu donner naissance à une sorte de théâtre de mœurs. Et ce mélange des genres va petit peu à peu donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui Hai Wenhua, c'est-à-dire la culture même propre à la région, à la ville de Shanghai. Voici d'autres iconographies donc, de la Dame aux Camélias, avec on l'a joué, donc avec des vrais décors, pas encore des décors peints, attention, mais des vrais décors posés au sol. Et en même temps que ce Wamingxi, ce théâtre donc, dit cultivé, se développe, il va par répercussion influencer également l'opéra chinois, parce que l'opéra chinois va se remettre en question. Devant le succès rencontré par le théâtre parlé, les troupes d'opéra chinois vont avoir l'envie de se rénover, vont considérer que les sujets qu'elles abordent, que la façon dont elles jouent, que leur style est complètement démodé, qu'il va falloir remettre ça au goût du jour. Il va y avoir un réformateur du nom de Wang Xiangnong, qui va, donc vous l'avez ici en photo, qui va développer toute une série de rêves et d'esprits d'un nouveau théâtre qu'on a parfois en chinois surnommé Shedong Xinxi, c'est le nouveau théâtre à la mode, nouveau théâtre en costume à la mode. Pourquoi en costume à la mode? Parce qu'on s'est dit pour que le théâtre, l'opéra chinois puisse encore plaire au jeune public moderne, il faut le moderniser, et on a commencé par les costumes. Et donc, le personnage assis à droite, vous le connaissez en noir, vous le connaissez forcément de nom, c'est Mei Lanfang, le plus grand artiste d'opéra de Pékin que la Chine ait connu au XXe siècle. Et Mei Lanfang lui-même, vous voyez, jouait donc des pièces d'opéra chinois, non plus en costume d'opéra chinois, mais en costume de ville, en costume du Shanghai, des années 10, des années 20, etc. C'est ce qu'on a appelé, le nouveau théâtre en costume de mode. Au même moment, le théâtre occidental qui commence à apparaître en Chine étonne quand même les Chinois pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il jouit d'un certain prestige auprès de l'intelligentsia européenne, ce qu'il n'avait pas en Chine. Vous avez probablement tous vu le film Pao Wang-Yeti, Adieu ma concubine. Si vous vous rappelez bien de l'histoire, on voit très bien comment les chanteurs d'opéra, très souvent, étaient de familles d'origine très modeste, étaient pauvres. Et c'est quand on était pauvre qu'on envoyait ses enfants faire de l'opéra, même si l'opéra était admiré par les empereurs, et même si c'était un art très noble, le métier d'acteur en tant que lui-même a toujours été considéré en Chine comme un métier de basse extraction. Et ce n'était pas du tout la façon dont les Chinois percevaient le théâtre européen. Donc c'était un premier étonnement. Et puis ils ont été également étonnés par la
pas dans l'opéra chinois, dans le théâtre chinois, et les décors peints vont apparaître peu à peu sur les scènes du théâtre parlé en Chine entre les années 20 et les années 30. Au début, on avait des décors posés, et peu à peu, on s'est mis à faire des décors peints. Voilà. Et ce théâtre, dont voit ici littéraire, va se développer surtout dans les milieux d'abord intellectuels, avec malgré tout des résistances notamment parce que donc le métier, comme je l'ai dit, le métier d'acteur n'était pas vraiment reconnu à l'époque, la mixité, parce qu'il fallait aussi parfois faire appel à des femmes pour jouer le rôle féminin, au début n'était pas allé de soi, a causé pas mal de résistance. Et puis il y a eu des problèmes aussi liés au sujet, puisque ce théâtre aimait bien se confronter à des sujets de société, ce qui n'allait pas sans déclencher parfois les foudres de la censure. À l'époque, c'était la censure du Kuomintang, puis là, ce sera la censure du Parti communiste, mais la censure a toujours existé et a toujours été très attentive à ce qui se passait sur scène. Voilà. Il faut savoir néanmoins que ce théâtre parlé tel qu'il est importé est aussi encore très imprégné de l'opéra chinois. On n'a pas de vidéo, malheureusement, on n'a pas de témoignages visuels, mais on sait, d'après les premières critiques écrites qui nous ont été léguées, que ce théâtre se jouait avec des personnages archétypaux, comme dans l'opéra chinois, le clown, le justicier, le malin rusé, etc. Et en même temps, on avait aussi une gestuelle extrêmement très marquée, une gestuelle très influencée de l'opéra chinois. Et il n'était d'ailleurs pas rare, comme ce théâtre parlait, on fasse aussi appel à des acteurs d'opéra chinois. Ça arrivait régulièrement qu'il y avait un certain mélange des genres, en tout cas, dans cette première période. Et puis on aimait bien critiquer le gouvernement de Qing, la corruption de la fin de la dernière dynastie ou du Kuomintang, et pour cela on faisait appel une fois à un rôle de clown sur scène. Voilà. Ce théâtre dit Wamingxi, donc théâtre cultivé, qui est la première phase de développement du théâtre en Chine, et particulièrement à Shanghai, c'est vraiment là que le théâtre parlé est né en Chine, il n'est pas parti de Pékin, mais il a vraiment débuté et vu le jour à Shanghai. Il va malgré tout rencontrer des difficultés, notamment d'ordre économique. D'abord, il va y avoir un phénomène, on va dire, de vulgarisation, c'est-à-dire que ce théâtre va s'amplifier, va attirer de plus en plus de monde vers lui-même, mais la qualité intrinsèque des pièces va elle aussi baisser. On a beaucoup d'ailleurs de textes qui ne sont pas vraiment des textes écrits, des textes improvisés, et puis les gens vont utiliser ce théâtre pour faire des comédies, pour faire du théâtre un peu, on va dire, un peu racoleur, c'est-à-dire pour essayer de plaire, séduire le public, le faire rire. Et petit à petit, ce théâtre va un peu se dégrader, et les investisseurs vont commencer à se désintéresser du théâtre, notamment à une période où le cinéma, lui, commence à prendre pied. L'une des figures marquantes, malgré tout, qui a essayé de développer l'économie du théâtre, parce que c'est un théâtre qui est encore très peu professionnel, c'est Zheng Zhenqiu, qui a lui-même été très connu dans le monde du cinéma, c'est un des pionniers du cinéma chinois. Il a eu pendant quelques années de sa jeunesse pour mission de développer l'économie des théâtres. Et il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup aidé, mais malheureusement, tout ce qu'il a fait n'aura pas aidé à sauver ce théâtre civilisé qui va péricliter. L'un des derniers lieux, le dernier bastion de ce théâtre appelé donc théâtre civilisé s'appelait la scène du rire, Xiaotai, dans lequel vous voyez l'influence japonaise encore très visible, on est encore au tout début des années 10, on peut le voir, très visible. Donc on jouait énormément de comédies, de choses très très drôles, mais ce théâtre va commencer finalement par dégoûter un petit peu les intellectuels qui vont vouloir revenir à un théâtre plus artistique. Et on va oublier un peu, mettre de côté ce qu'on appelait le Wamingxi pour se concentrer sur ce qu'on appelle le théâtre. Alors en chinois c'est Aimetu, et Aimetu, si on le traduit littéralement, c'est le théâtre amateur. Aime, ça vient de amateur en anglais qu'on a transcrit en chinois Aime. Mais Aime en chinois, pour ceux qui parlent de la langue, c'est aimer le beau. Et Aimetu, c'était évidemment un nom choisi à dessein pour revendiquer un théâtre d'art, un théâtre esthétique, qui voulait rompre avec la dernière période du théâtre dit civilisé, qui est devenu un théâtre assez superficiel, un théâtre un peu commercial, un théâtre un peu vulgaire. Voilà. Donc on a relancé ce nouveau théâtre, le théâtre dit d'amateur, avec la création de nouvelles troupes, avec des nouveaux objectifs plus ambitieux sur le plan artistique. Rocheux, que vous connaissez peut-être, qui a été un des auteurs très influents de la période du mouvement du 4 mai, a lui aussi à l'époque participé au développement de ce théâtre-là. Et toujours à l'époque, vous vous rappelez, le mouvement du 4 mai, on était très critique des traditions chinoises. Donc on s'est retourné évidemment contre l'opéra chinois, on a critiqué les traditions chinoises,
on a décrété qu'il fallait absolument faire un théâtre de style réaliste, de style européen. C'était vu comme un signe de modernité et tout ce qui ne ressemblait pas était critiqué. Et ça, je ne vais pas le temps de développer aujourd'hui, mais si on regardait un peu l'histoire du théâtre en Chine, on se rendrait compte qu'il y a eu tantôt ces deux tentations. Soit aller vers un théâtre purement réaliste occidental, soit rejeter le théâtre réaliste occidental pour revenir à un théâtre national, local, imprégné des traditions locales. Et le développement du théâtre en Chine a été une oscillation permanente entre ces deux extrêmes. L'œuvre, on va dire, emblématique de ce théâtre qui se revendiquait d'être un théâtre d'art, un théâtre esthétique, donc dit amateur, mais qui se voulait esthétique, ça a été la présentation en 1920 à Shanghai d'une pièce qui s'appelait Mrs. Warren's Profession, la profession de Madame Warren, c'est une pièce de Bernard Shaw, et malgré toutes les précautions mises dans la communication autour du sujet, en n'utilisant que des acteurs masculins pour ne pas choquer les audiences, en faisant même appel à des acteurs d'opéra de Pékin qui avaient plus d'expérience de la scène, le spectacle a été un four complet. Les gens ont quitté au milieu du spectacle, les gens ont critiqué, enfin, et donc le commencement, une image d'époque, le lancement de ce théâtre esthétique amateur a été un véritable échec. Cela n'a pas découragé nos jeunes intellectuels, nos jeunes hommes de théâtre qui ont commencé, tantôt à Shanghai, tantôt à Pékin, à Tianjin, à créer des petites sociétés, des petites écoles de théâtre et des petits groupements de théâtre dans la veine de ce théâtre esthétique. Donc en Shanghai, on avait par exemple la Société dramatique populaire qui avait l'ambition de créer un pôle pratique, présenter des pièces publiques, et un pôle recherche qui devait finalement populariser un peu, vulgariser les connaissances propres au théâtre occidental en Chine. Et finalement, la partie pratique n'a produit pratiquement aucune pièce. Il y a eu une ou deux pièces qui ont été créées, puis tout tombé à l'eau. La partie recherche, en revanche, a donné naissance à des revues théâtre qui ont pu perdurer un certain nombre d'années, qui ont permis effectivement de développer les connaissances sur le théâtre. À Pékin, une figure importante, Chen Dapé et Li Jianwu, un grand traducteur, traduisait des pièces de théâtre du répertoire occidental et ont joué un théâtre un peu d'avant-garde pour l'époque, des pièces relativement contemporaines. À Tianjin aussi, Zhang Pengchun était un des hommes de théâtre marquants qui a trouvé la nouvelle troupe, qui a créé la nouvelle troupe dramatique de Nankai, dans laquelle on trouve un personnage très important, un nom que vous devriez retenir, s'appelle Cao Yu, qui était le premier grand dramaturge chinois du XXe siècle, dont on va parler tout de suite. Et puis, compte tenu des événements politiques et de la lutte entre le Kuomintang et le Parti communiste à cette époque-là, le Parti communiste, dont l'influence était de plus en plus grande au sein de la société, a lancé un mouvement d'aile gauche pour essayer de rassembler l'ensemble des dramaturges, des hommes de théâtre, sous une même bannière. Bon, ce n'est pas une école, ce n'est pas un théâtre, mais c'était un mouvement qui se voulait fédérateur pour essayer, en quelque sorte, de produire un théâtre plus engagé. Alors, ce théâtre était très peu professionnel. Je passe très rapidement. On a une figure comme Hong Shen, qui est un jeune metteur en scène chinois qui, lui, avait fait des études aux États-Unis. Quand il est arrivé en Chine, à Shanghai, il s'est rendu compte que rien n'allait. Il a créé une troupe, il s'est rendu compte que rien n'allait, que les acteurs étaient mal formés, qu'il n'y avait pas de discipline, que le métier de metteur en scène n'existait pas. Donc, il a commencé par créer des propres pièces lui-même. Il les a écrites, jouées, mises en scène lui-même. Puis, il a formé des acteurs, mais après quelques années d'expérience, pour une figure assez connue, puisqu'il a passe un peu sur le détail de sa vie, mais il a fini par jeter un peu l'éponge dans la mesure où il a rencontré que des obstacles dans la formation et la création de sa propre troupe. Et Cao Yu, donc le grand dramaturge, on va dire chinois du XXe siècle, a commencé très tôt à écrire des pièces. Il avait d'abord joué un peu, il avait joué donc du Molière, il avait joué il avait joué du Molière, il avait joué également Ibsen, évidemment, qui l'a beaucoup influencé, et Eugène Rounet, donc un dramaturge américain. Et les premières pièces qu'il a écrites, ses premières comédies, qui sont encore jouées régulièrement dans les théâtres à Shanghai aujourd'hui, c'est vraiment le répertoire classique chinois, du théâtre chinois. Sa première pièce s'appelle L'élu, Orage, mais il faut savoir que cette pièce-là est une reprise presque d'une œuvre, sa première œuvre de jeunesse, est une reprise presque à l'identique, personnage pour personnage, d'une pièce de Ibsen qui s'appelle Les Revenants, Ghosts en anglais. Il a vraiment repris les personnages, repris l'intrigue. Voilà. Les pièces qu'il a
produites par la suite sont aussi influencées soit par Ibsen, soit par Bonney, mais sont des œuvres beaucoup plus originales que les toutes premières. Et puis à Shanghai, on va voir la naissance d'un autre homme d'art et de lettres très influent qui a marqué de son empreinte la ville de Shanghai, Tien Han, qui est à la fois un lettré, c'est aussi, il a écrit il a écrit de la poésie, il a écrit pour des chansons. L'hymne national chinois lui doit les paroles étaient écrites par Tien Han, d'abord composé pour un film, il a repris plus tard pour devenir l'antenne nationale. Donc Tien Han est un des esprits les plus cultivés qu'a connu le monde du théâtre chinois dans les années 30-40 à Shanghai. Et il avait lui aussi une vision d'un théâtre plus artistique. On l'a même qualifié à l'époque de sorte de théâtre néo-romantique, les œuvres qu'il créait. Il a écrit des œuvres historiques. Il a par exemple écrit une vie de la ville de Quarantine, par exemple. Il a fait du théâtre un peu historique et des théâtres un peu fictifs. Relativement engagé, mais pas sur le terrain politique. Par contre, il a très vite rencontré auprès de ses étudiants des résistances, puisque nous sommes à une heure de l'histoire de la Chine où les idées sont de plus en plus tendues. Sous la pression de ses étudiants de plus en plus radicaux, il s'est senti obligé d'adhérer au mouvement. Donc, dans les histoires officielles, on dit qu'il a adhéré évidemment de son plein gré au mouvement de la gauche, de la dramaturge, etc., qui était promu par le parti. En réalité, il s'est senti un peu contraint. Et puis le Parti communiste, à l'époque, était quand même déjà désorganisé, avait trouvé moyen de lui trouver pour épouse une agent du PCC qui avait pour mission de veiller à ce que sa ligne politique ne s'écarte pas trop de celle du parti. Voilà, donc il était quand même bien encadré. Et malgré tout, il a fait d'énormes choses, il a produit des œuvres vraiment remarquables. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser un peu à sa vie. C'est vraiment un personnage un peu hors du commun. Voilà, donc ce théâtre amateur, vous le voyez, va très vite être rattrapé par les événements politiques qui vont secouer la Chine pendant le XXe siècle. Et je dirais, pour faire court, que peut-être que l'un des drames ici qui va vraiment marquer et influencer le développement du théâtre en Chine, et que finalement très tôt les autorités chinoises ont senti l'intérêt que pouvait avoir le théâtre pour le combat idéologique. Et cet intérêt malheureusement a peut-être été senti trop tôt, puisque ce théâtre-là, qui était encore vraiment à ses prémices au début de son développement, a très vite été rattrapé par des luttes idéologiques et a très vite dû devenir un outil de combat idéologique, ce qui fait que toute une partie de la production théâtrale du chinois en Chine du XXe siècle, et encore, nous ne sommes pas encore à la période de la révolution et de la révolution culturelle, mais déjà toute une période, toute une partie du répertoire finalement se trouve pris en étau par ces luttes idéologiques et font que beaucoup des œuvres qui ont été créées à l'époque n'ont plus forcément de valeur aujourd'hui parce qu'elles avaient vraiment un langage, vraiment une valeur historique, oui, mais une valeur littéraire ou artistique. Ce sont des pièces qui pratiquement, beaucoup de pièces qui ont été écrites à cette époque sont aujourd'hui abandonnées et ne sont pas vraiment reprises. On parlait d'un théâtre, il fallait faire un théâtre prolétaire, un théâtre engagé, etc. Donc on était même avant la Révolution, l'influence de ce mouvement de l'aile gauche sur l'ensemble des dramaturges et des théâtres et des troupes se faisait sentir. Malgré tout, l'initiative assez marquante en 1933, un jeune intellectuel du nom de Tran Huaqiu va créer la première troupe, la première compagnie qu'on appelle la Compagnie chinoise du voyage, première troupe de théâtre de modèles itinérants, imiter un peu des modèles de théâtre itinérants qu'on connaissait en Europe, c'est-à-dire l'idée de faire une troupe de théâtre qui pouvait se déplacer partout en Chine, jouer partout et vivre de ses propres recettes, ce qui n'était pas encore, n'a pas été imaginé, conçu à cette époque-là en Chine. Donc cette troupe va connaître 14 années d'une riche expérience avec énormément de spectacles et de déplacements. Bien sûr, tout ça sous un fond on va dire, sous un fond de lutte idéologique que je ne souligne pas plus que ça. Et puis l'entrée en guerre contre le Japon va provoquer la création de ce qu'on appelle un théâtre de défense nationale, Gofangtu, où là évidemment les pièces vont être encore beaucoup plus orientées de façon idéologique. Et il va être question évidemment de défense de la nation et donc de critiquer l'impérialisme japonais. Alors l'une des pièces emblématiques de cette période de 1937 s'appelle Lâche ton fouet et qui raconte en effet l'histoire d'une jeune révolutionnaire qui est attaquée par l'armée japonaise, qui intervient au moins de la pièce un héros qui retire son fouet à l'envahisseur japonais, qui dit lâche ton fouet, etc. C'est on va dire le paroxysme de la pièce. Et voilà, vous voyez ce genre de pièces, c'est vrai que je dis que ce sont des pièces qui sont aujourd'hui très difficiles à remettre en scène parce qu'effectivement elles sont très marquées par
un contexte particulier de l'époque. Et puis après cette période, on entre dans ce qu'on peut appeler une troisième période de l'histoire du théâtre chinois qui commence avec la guerre de résistance du Japon. Vous savez, le gouvernement nationaliste a dû se réfugier à Chongqing. Et malgré tous ces bouleversements politiques, etc., Shanghai, comme vous le savez, va rentrer dans la période d'isolement avec des régions plus ou moins calmes, notamment sous l'occupation japonaise et étrangère. Finalement, le théâtre va pouvoir se développer, continuer son développement de manière relativement pacifique, bien plus que dans d'autres régions de Chine. Et donc, on va avoir bien sûr des théâtres engagés, mais aussi des pièces satiriques, des pièces historiques qui vont continuer à apparaître. En 1942, pour vous donner quelques chiffres, par exemple, à Shanghai, on pouvait compter environ 12 troupes professionnelles, des centaines de troupes amateurs, donc théâtres amateurs. Les journaux affichaient en moyenne 7 spectacles par jour, ce qui pour l'époque est relativement troublé, n'est pas rien, n'est pas négligeable. Et puis il y avait une trentaine de théâtres qui étaient capables de proposer des pièces. Le Parti communiste chinois, lui, toujours actif en souterrain, essaie d'acquérir à sa cause, de gagner à sa cause évidemment les troupes théâtrales et les théâtres pour diffuser un répertoire le plus possible engagé, ce qui n'a pas empêché quand même à des gens de lettres relativement intéressants et de qualité comme Franzoni par exemple, qui a été aussi un grand fabricateur de répertoire occidental, mais qui a beaucoup développé l'enseignement du théâtre en Chine et à Shanghai, faire vivre le théâtre d'une manière autre que sur le front, on va dire, idéologique. Voilà. Très important de marquer que dans toutes ces périodes, c'est Shanghai qui reste en Chine le cœur même du théâtre, du développement du théâtre, et Pékin ne prendra la relève que plus tôt, et même pour les acteurs de Pékin de l'époque, venir jouer à Shanghai était considéré comme un passage obligé. Il fallait absolument venir jouer sur une des scènes des nombreux théâtres que pouvait proposer Shanghai. Une autre des pièces à l'époque très marquée par le contexte historique, c'est la fameuse bataille de Kocha, donc le pont Marco Polo, qui a donné naissance à cette pièce, donc la défense du pont Marco Polo, traduit en général en français. Voilà, donc ça c'était vraiment dans la période de défense du théâtre, défense de la nation, donc des pièces qui avaient vraiment des fins idéologiques. Voilà. Je ferme un peu la partie historique pour faire une parenthèse. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'amateurs du patrimoine et de l'histoire même de Shanghai. L'un des théâtres qui a marqué toute cette période-là et qui va encore marquer l'histoire du théâtre chinois pendant très longtemps, s'appelait le Carlton. Ce théâtre, le Carlton, ce nom ne vous dit rien parce que ce théâtre n'existe plus, il a été rasé dans les années 90, mais il a été créé en 1922. C'est pratiquement le théâtre qui a marqué toutes les étapes importantes de la vie du théâtre en Chine, c'est-à-dire la création des principales troupes ou des principaux mouvements. C'était le lieu où tous les hommes de théâtre, tous les intellectuels se réunissaient pour discuter du théâtre, de ce qu'il fallait faire, du combat qu'il fallait mener sur la scène, des orientations artistiques, etc. Et ce théâtre-là, Carlton, se trouve situé tout près de la place du peuple, à peu près exactement à l'emplacement d'un nouveau théâtre qui vient d'être ouvert il y a quelques années, qui s'appelle le Changjiang, qui joue beaucoup de l'opéra chinois, toute petite scène avec deux petites scènes, tout près. Et donc le Carlton se trouvait là. Et le Carlton, c'était un lieu, hybride, cinéma de temps en temps, théâtre de temps en temps, beaucoup de marins étrangers expatriés venaient ici, beaucoup de Chinois évidemment étaient présents. C'était le lieu, moi je me rappelle avoir lu, par exemple, quand j'ai lu un peu des extraits de la vie de l'écrivain Lafou, il avait rencontré à Shanghai une jeune Chinoise, 18 ans, qui lui plaisait beaucoup. Premier réflexe, il l'a amené au cinéma, au Carlton. C'était vraiment le lieu où tout le monde allait se retrouver. Et ce théâtre-là, enfin, les plus grosses pièces du répertoire chinois ont été présentées au Carlton. C'était le lieu qui parfois, dans les années, même jusqu'aux années 60, vous voyez des embouteillages créés devant soit la place du peuple pour aller au Carlton, justement pour aller voir des spectacles. Donc c'est un lieu qui a vraiment, jusque dans les années 70, qui a été influent. Joe Enlai avait fait une visite très remarquée au Carlton aussi bien plus tard. Donc c'est vraiment un lieu qui a beaucoup marqué l'histoire du théâtre à Shanghai. Malheureusement, il n'existe plus. Alors on a évidemment des publicités qui nous sont restées, des articles de journaux, quelques rares photos de scènes, mais ça a été vraiment le cœur battant du théâtre à Shanghai pendant de longues années. Je reviendrai un peu après sur les bâtiments et ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est un sujet, je crois, intéressant et assez révélateur de l'état du théâtre
tel qu'il est en Chine aujourd'hui, puis surtout des dernières décennies. Donc, troisième période, donc à partir après la victoire contre le Japon, le théâtre va commencer à décliner petit à petit parce que, d'une part, on voit qu'il est concurrencé par le cinéma. Le Kuomintang, avant la Révolution, va contrôler de plus en plus sévèrement les scènes et les contenus des pièces qui sont jouées. Et puis, problème éternel à Shanghai, la pression immobilière, la pression du loyer qui font que les troupes ont beaucoup de mal à vivre. Je viens de donner l'exemple de Carlton tout à l'heure. Le Carlton diffusait tantôt du cinéma, tantôt du théâtre, et je me suis aperçu qu'en réalité, la plupart des théâtres shanghaïens, qu'on appelle théâtre, diffusés en fait étaient vraiment mixtes, tantôt au cinéma, tantôt au théâtre. Parce qu'il fallait absolument vivre, et la journée, quand vous n'avez personne pour aller voir une pièce au théâtre, il fallait bien remplir la salle, et donc on avait très facilement recours au cinéma. Et ça, cette pratique-là, moi je l'ai vue encore dans des théâtres assez récents, il y a une dizaine d'années encore, même maintenant encore, si vous connaissez le Xinguang Xiaochucha, un théâtre qui se trouve à Huangpu. C'est un théâtre aussi assez ancien, de style un peu rococo, dans le quartier des quincailleries de Huangpu, avec tous ces tous ces vendeurs de quincailleries. Ce théâtre-là, récemment, ces dernières années, je pense que c'est encore probablement le cas encore aujourd'hui, la journée c'est cinéma et le soir c'est théâtre. Le cinéma, des fois il y a une personne dans la salle, deux personnes, mais ils essaient de rentabiliser comme ils peuvent la salle de la journée et en faisant jouer du théâtre. Donc ça, c'est une situation qu'on a retrouvée. Et évidemment, la situation économique fait que, lorsqu'on creuse un peu l'histoire de tous ces théâtres, donc on vient rapidement d'évoquer quelques scènes, quelques noms, ils ont souvent été repris par des investisseurs, abandonnés, vendus, faillites, etc. Donc ils sont très facilement passés d'une main à l'autre, tantôt investisseurs anglais, français, hongkongais, et ainsi de suite. Quatrième période, c'est-à-dire après de la libération à la fin, de la libération en 1949 jusqu'à la fin de la révolution culturelle, pour faire très vite, ça va être la période d'un début d'institutionnalisation du théâtre. C'est-à-dire qu'on va avoir les premiers grands théâtres nationaux qui sont créés, évidemment d'abord à Pékin. Donc à Pékin, vous avez le fameux théâtre des arts de la jeunesse de Chine, vous avez ensuite le théâtre national expérimental, qui existe encore aujourd'hui, vous avez le premier grand théâtre pour enfants, et à Shanghai, vous avez aussi les premières académies, l'Académie du théâtre de Shanghai. Il y avait le théâtre de Shanghai, le théâtre populaire, la troupe expérimentale de l'Académie du théâtre de Shanghai, etc. Donc plusieurs d'entre eux d'ailleurs ont fini par fusionner pour devenir ce qui est aujourd'hui le centre dramatique de Shanghai sur Anfu. Voilà, son histoire remonte à cette période-ci. Et puis, fait important pour le théâtre, du fait des bonnes relations entre la Russie et la Chine, évidemment, pendant la période soviétique, eh bien, les professeurs de théâtre de Russie vont affluer en masse en Chine, et donc le théâtre chinois va découvrir Stanislavski, et on va se mettre au théâtre, peu à peu, au théâtre réaliste. Voilà, je passe un peu, alors, je ne parlerai pas de la période de la révolution culturelle parce qu'on va dire que, grosso modo, tout s'est arrêté, à part un théâtre forcément engagé. On a évidemment, vous connaissez un peu l'histoire de la bande des cartes, vous connaissez quand même que Tianqing avait quand même une passion pour l'opéra, donc l'opéra a quand même pivoté, mais comment dire, l'atmosphère générale fait que le théâtre était extrêmement engagé et on n'a évidemment pas vu beaucoup de choses naître. Et puis il y a eu, après la révolution culturelle, tout d'un coup un vrai appétit, une vraie soif pour retourner vers les théâtres. Et le théâtre à Shanghai a connu quelque chose d'assez extraordinaire. Dans les années 80, il y a eu une période, début des années 80, une période un peu de, comment on peut dire, une période d'air frais où beaucoup de choses, parfois de façon très maladroite, mais de façon très audacieuse, ont été tentées dans le répertoire contemporain, des pièces complètement neuves. Donc, et les premiers d'ailleurs metteurs en scène chinois qui sont connus aujourd'hui comme Wong Ting-hui, alors leur début date de cette période-là, des années 80, c'était à Nankin, c'était à Shanghai, c'était à Pékin, où ils se sont réunis et commencé à faire un théâtre un peu avant-garde, un peu subversif même. Et évidemment, tout ça s'est arrêté avec Tiananmen. Et Tiananmen, du jour au lendemain, le gouvernement s'est rendu compte que laisser trop de liberté aux salles représentait un vrai danger, et les salles ont été remises sous contrôle, ont été fermées. Et donc, au début des années 90, le gouvernement chinois a décidé même de couper les subventions de théâtre, pas uniquement pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce que pendant un moment donné, on s'est dit, tiens, regardez, les Américains, leur théâtre, ils les tournent très bien, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais on s'est dit qu'en important le modèle américain, finalement, puisqu'à l'étranger, les théâtres débrouillent eux-mêmes, pourquoi est-ce que nous devrions les subventionner? Et dans les années à peu près 92-94, les subventions ont été coupées, après la plupart des troupes ont perdu leurs subventions, et non seulement c'était dramatique pour les troupes, mais aussi pour tous les théâtres qui
à l'époque était encore présent à Shanghai, puisque ces théâtres, ne pouvant plus vivre sans subvention, ont été obligés de se reconvertir. Et c'est comme ça que vous avez une trentaine, une quarantaine de théâtres à Shanghai qui ont disparu. Alors certains ont été reconvertis en restaurants, d'autres en salle de jeu, d'autres en hôtel. Le théâtre de Xinhuang dont je parlais tout à l'heure, par exemple, là, c'est vu coupé, il existe toujours, mais en réalité, sa superficie est divisée de moitié. L'autre moitié est devenue depuis Belle Lurette un hôtel, tandis que la scène a été beaucoup réduite. Voilà, le carton a disparu dans les années 90, c'est pas non plus un hasard. On a vu, si on regarde un petit peu les journaux, on voit qu'entre la place du peuple et le bout, par exemple, dans les années 30-40, il y avait pratiquement, sur la Nanting Road, il y avait probablement une trentaine de théâtres cinéma mis, etc., mais on ne comptait plus les théâtres et les cinémas. Donc il y avait malgré tout, peu importe la qualité des programmes proposés, il y avait une richesse énorme, et dans les années 90, tous ces théâtres ont fermé. Et il y avait les théâtres grandioses. Moi j'ai passé quelques mois à arpenter de Shanghai pour redécouvrir ces théâtres, notamment à Hong Kong, où il y avait cet excellent théâtre, des théâtres assez anciens avec des millions dorés à la porte, enfin tout le faste de théâtre européen. Tout ça a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est des petites salles de jeux vidéo, etc. Et on voit aujourd'hui, bon, bien sûr, la politique a changé. Donc après les années 90, on s'est un peu réveillé. On a commencé à prendre conscience du patrimoine et prendre conscience qu'il fallait aussi soutenir le théâtre et les créations. Donc dans les années 80, fin des années 80, on a vu, je vous donne quelques exemples parce que là, évidemment, l'offre va se diversifier beaucoup plus au fil du temps. On a eu par exemple Zhang-Xian, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a été un des précurseurs du théâtre d'avant-garde à Shanghai. Après, il a développé des théories sur le post-théâtre. Donc, le théâtre n'est pas vraiment développé comme on veut déjà faire du post-théâtre, et puis après, il a sauté du post-théâtre à la danse, etc., la danse contemporaine. Donc, mais c'est quelqu'un qui a un parcours assez intéressant, mais qui a souffert évidemment pendant la révolution culturelle. Je ne vous ai pas fait le tableau de l'hécatombe pendant la révolution culturelle, mais beaucoup de théâtres ont disparu pendant cette période-là. Hu Weiming, qui était un metteur en scène très connu dans les années 80, dont les mises en scène attiraient vraiment les spectateurs chinois qui allaient absolument voir les nouvelles créations de Hu Weiming. Et puis Xiao Huang, toujours en vie, qui est un des grands acteurs d'origine de Pékin, mais qui est à Shanghai, qui a fait sa carrière à Shanghai, qui est un des grands acteurs connus, une très belle carrure, un très bel acteur, qui a marqué vraiment le théâtre de Shanghai dans les années 80, 90 et même au-delà. Aujourd'hui, pour aller très vite, avant d'aborder d'autres questions de fond, on a en Chine, à l'ensemble de la Chine, qui est quand même immense, on a finalement pas énormément de théâtre, pas énormément de troupes. Si on compare, on ramène le nombre de troupes de théâtre, de metteurs en scène connus par rapport à la population chinoise et à la dimension de ce qu'est la Chine, on a en réalité très peu de figures qui arrivent à se détacher au niveau en bien international. Principalement deux metteurs en scène sont très connus aujourd'hui, peut-être vous les connaissez un peu de nom. Meng Jinghui, qui a commencé donc, à faire le théâtre d'avant-garde dans les années 80, il a été invité au Festival d'Avignon assez récemment. C'est lui qui a présenté une version assez exubérante de la maison de thé de l'Ancheux à Avignon, alors qui a été acclamée par les organisateurs du festival, mais la critique a été très très mauvaise. Les critiques du Festival d'Avignon, des journaux étaient très mauvaises, parce que beaucoup de gens n'ont pas apprécié de ne pas du tout reconnaître l'œuvre de l'Ancheux. Pensez aller voir quand même un peu la maison de thé de l'Ancheux, et sur scène, il y avait énormément, je ne sais pas si c'est vraiment vendu, mais il y avait évidemment des choses assez excessives, c'est son genre, hein, il est toujours provocateur. Il faut savoir que Meng Jinghui, bon là je vous donne un point de vue un peu personnel, mais je pense qu'il est assez fondé. Dans le début de sa carrière, il a beaucoup écrit avec son épouse, et les premières pièces qu'ils ont créées étaient vraiment des pièces intelligentes, qui ont vraiment plu, qui ont rencontré un vif succès. Et puis il est devenu petit à petit un dramaturge d'État en quelque sorte, et les pièces qu'il crée récemment sont beaucoup moins convaincantes, même pour le public chinois, en tout cas le public un peu exigeant, et fonctionnent beaucoup moins bien. Et il est quand même un petit peu beaucoup moins adulé, beaucoup moins admiré qu'il était au début de sa carrière, où il a fait vraiment des choses intéressantes et curieuses. Un autre qui a une carrure internationale, donc on dirait quand même invité à l'étranger, parce que c'est un des rares metteurs en scène en Chine qui passe les frontières aujourd'hui. Le second, Lin Zhaohua, plus âgé maintenant. Alors Lin Zhaohua, lui aussi, dans les années 80, est toujours à Pékin, âgé mais toujours actif. Il avait créé un premier studio. Dans les années 80, il travaillait avec Gao Xingtian, par exemple. Ils étaient les premiers à faire, à une époque où c'était encore un peu trop prématuré, ils ont essayé de faire du théâtre d'art et du théâtre, ce qu'on appelle du théâtre d'art et d'essai, des pièces assez contemporaines qui n'ont malheureusement pas rencontré l'engouement du public, donc il a dû s'arrêter. Mais depuis déjà une décennie,
son théâtre est de nouveau apprécié, il aime bien mélanger les traditions chinoises, il s'inspire du folklore chinois, qui mélange avec des répertoires plus ou moins classiques ou plus ou moins chinois, et c'est un metteur en scène qui est invité régulièrement à l'étranger, à Hong Kong, aux États-Unis, un peu partout, donc il vaut le coup d'être suivi et qui fait des choses assez intéressantes. Voilà, donc ce sont vraiment les deux figures, et malheureusement, au cas de Shanghai, alors, où est né le théâtre, mais malheureusement à Shanghai, nous n'avons pas de metteur en scène chinois de carrière internationale, qui s'exporte vraiment. À mon sens, le plus connu, le metteur en scène chinois à Shanghai, le plus connu, s'appelle He Nian, et il fait des comédies boulevardes, des choses un peu, voilà, des choses un peu vaudeville, des choses assez légères, assez faciles. Voilà. Et on n'a pas de figure marquante, malheureusement, aujourd'hui, à Shanghai. Donc, après 90, si je résume un peu, pour vous donner un aperçu un peu rapide, avant de vous montrer des exemples de pièces, on en a beaucoup, on ne pourra peut-être pas tous voir, on a encore, oui, à peu près un quart d'heure. Voilà. Donc après les événements Tiananmen, le théâtre a été repris en main. Ce qui me semble important de retenir, c'est que même si la révolution culturelle a fait des dégâts dans le monde du théâtre, non seulement sur les bâtiments, mais dans la création et la vie des troupes même, l'époque d'ouverture, qu'on appelle la politique d'ouverture, de réforme d'ouverture de la Chine des années 90, a été doublement plus, on va dire, meurtrière pour le théâtre, dans le fait où la précipitation irréfléchie dans l'économie du marché a fait que beaucoup de théâtres ont dû fermer, ont mis la clé sous le paillasson, et en réalité, ça est le coup de grâce, en quelque sorte, que la révolution culturelle n'avait pas encore donné au théâtre et à l'opéra, a été apporté par cette ouverture au libre marché, absolument radicale, sans préparation, qui a fait qu'énormément de troupes de théâtre ont souffert et n'ont pas pu trouver les modèles économiques pour subsister, et finalement ont disparu. J'ai parlé des subventions d'État et de la disparition de la plupart des théâtres. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant depuis que la Chine a quand même pris conscience de l'intérêt de ce patrimoine immatériel que représente le théâtre et les arts de la scène en général? Donc il y a évidemment des politiques incitatives, et ce qu'on voit depuis 20-30 ans maintenant, enfin, depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est un mouvement incessant d'incitation, d'encouragement et de financement d'ailleurs relativement important pour les politiques culturelles et pour le théâtre et pour les arts de la scène. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir si, je ne sais pas si vous avez, c'est vrai que quand on ne parle pas chinois, on ne va pas forcément souvent au théâtre en Chine, mais si je vous fais un panorama très rapide, je dirais que pour une grande part, 70% de ce qu'on peut voir sur la scène aujourd'hui, dans les théâtres à Shanghai, c'est du divertissement, c'est-à-dire du théâtre de boulevard, des comédies, etc. Récemment d'ailleurs, qui ont été reliés par les succès de quelques comédies musicales, ça ne va probablement pas échapper, ça avait commencé avec Cats, Mamma Mia, etc. On a eu l'impression que d'un coup, avec ces grandes comédies musicales, ces grosses productions, on pouvait finalement, le théâtre pouvait vivre, entrer dans ses frais et faire recette. Donc aujourd'hui, on crée énormément de comédies musicales, donc beaucoup de comédies, beaucoup de musicales, beaucoup d'improvisation, etc. Donc on a à peu près, je dirais, 70%, voire un peu plus même, de théâtre, de divertissement, avec évidemment, dans lequel on peut inclure, enfin, on pourrait mettre à côté le théâtre pour enfants, qui est un peu un cas un peu à part. Il y a toujours aussi, et c'est plus prononcé d'ailleurs à Shanghai qu'à Pékin, je dirais, un vrai attrait pour le théâtre occidental. Et ce qui est amusant de remarquer, vous verrez dans les photos qui vont suivre, c'est que les Shanghaïens, le théâtre à Shanghai, a grandi finalement au contact du répertoire étranger et des pièces étrangères, et finalement, ils n'hésitent pas à se travestir. Et donc, pour se travestir en occidental très facilement, on n'hésite pas à jouer des pièces de répertoire français, anglais, dans toutes les formes de costumes, et sans la moindre a priori, sans la moindre appréhension quant au résultat que ça pourrait avoir. Ça fait partie du jeu, et c'est aussi bien accepté par les acteurs que par le public. Il y a enfin un théâtre un peu hybride, alors là, plus un théâtre qui a des visées, on va dire, plus artistiques, et qui essaie, lui, de se repositionner entre la culture traditionnelle chinoise et le théâtre occidental, c'est-à-dire comment faire du théâtre en incluant dans le théâtre des éléments, soit de l'opéra, soit des traditions chinoises, et je vous donnerai très vite quelques exemples. L'opéra chinois, nous avons vu qu'il avait été très influencé dans les années 10-20 par l'arrivée du théâtre occidental. Aujourd'hui encore, même s'il subsiste, il est subventionné, il essaie de défendre un peu ses valeurs et ses traditions, il se rend compte que, en tout cas il pense, il croit que pour survivre, il faut absolument se moderniser. Et donc on voit aussi
alors de façon très diverse, l'opéra chinois se mélangeait un petit peu, se modernisait encore un peu. Alors parfois c'est fait avec finesse, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple la troupe d'opéra de Pékin de Shanghai, je vais vous montrer quelques photos, à jouer une adaptation de Notre-Dame de Paris. Opéra chinois, costume chinois, donc la pièce est un opéra chinois entier, mais l'histoire est une pièce de répertoire occidental, mais entièrement jouée de façon opéra de Pékin, avec quelques touches modernes au niveau du son, des lumières, mais rien de vraiment révolutionnaire. Voilà, donc ça c'est ce genre de mélange très dosé, et puis des choses qui sont vraiment à la limite, qui essaient de trouver la limite entre l'opéra traditionnel et le théâtre. Voilà. Il y a aussi les autorités chinoises aussi, et pour cela, à mon avis, font parfois plus de mal que de bien en théâtre, essaient de subventionner des projets sur des thématiques qui sont chères à l'État. Alors, vous savez, par exemple, la lutte contre la corruption, pendant un temps, a été un problème, donc il fallait créer des pièces sur la lutte contre la corruption. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des débordements. Donc on a dit, stop, on arrête, on ne parle plus des grandes personnalités, des grands personnages, il faut parler du peuple, refléter la vie du peuple. Donc interdiction de montrer des pièces de grands héros, de grands personnages. On veut voir la vie des gens de tous les jours. Et il faut que la vie des gens de tous les jours soit positive. Donc on a comme ça des thèmes et des tendances qui sont un peu directement un peu dictées, et dictées sous forme d'appels d'offres qui, c'est là que je pense que ces offres-là, même si elles partent d'un sentiment qu'on peut comprendre, finalement ont un effet inverse, puisque les gens qui vont vouloir s'emparer de ces financements, de ces thèmes subventionnés, ne sont pas forcément les gens les plus créatifs, mais ceux qui sont les plus intéressés. Donc beaucoup de troupes vont courir après les subventions pour créer des spectacles dans l'esprit de ce qui est attendu, qui ne sera pas, et on n'a pas vraiment un système d'appel d'offres ou une compétition vraiment à la valeur de la troupe ou du résultat ou du spectacle proposé. Donc ça, à mon avis, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle en chinois, je vous suis allé, c'est les pièces de la mélodie principale. Ce sont des pièces qui s'emparent d'un thème idéologique fort proposé par le parti et qui en développent, qui en font des pièces, voilà, ou des appels d'offres pour inciter à la création de pièces sur une thématique très précise avec une conclusion morale obligée à la fin. Il faut qu'on se sente bien. C'est comme ça qu'on voit, quand on voit certains spectacles, on voit d'ailleurs, on devine la présence de subvention souvent à la conclusion du spectacle. C'est-à-dire, c'est savoir si c'est un subventionné, quand on arrive à la fin de la pièce, on a tout d'un coup un stop, un grand message moral sur ce qu'il faut faire pour le pays, ce qu'il ne faut pas attendre, ce qu'il ne faut pas trop demander, etc. Là, on sait que la pièce a été calibrée pour un format très particulier. Voilà, énormément de choses de cet ordre-là. Et puis, il y a un petit théâtre aussi amateur, donc amateur dans les universités, et un théâtre un petit peu underground, qui ne se voit pas très bien aujourd'hui, mais qu'à une époque, il y a une dizaine d'années, il y avait des petits troupes qui jouaient dans les cafés, théâtre un peu subversif, qui avait d'ailleurs intéressé des journalistes étrangers, parce qu'on avait un théâtre un peu théâtre non officiel, un théâtre non autorisé, et qui crée des choses très amateurs, mais avec des messages parfois plus subversifs, plus critiques vis-à-vis des problèmes de la société. Alors ce théâtre commercial, la grande partie se retrouve évidemment au Centre dramatique de Shanghai, mais qui est aussi pratiquement la seule plateforme à Shanghai capable de faire des créations aussi littéraires, créations internationales. C'est vraiment la principale structure dont dispose Shanghai, mais malgré tout, que ce soit le Centre dramatique ou d'autres pièces, on a toute une série de pièces qui sont ce qu'on appelle, en reprenant en anglais, des sitcoms, hein, c'est-à-dire des pièces qui se veulent un peu faciles, un peu légères, sur des questions d'argent, des questions de mariage. Je vous montre quelques images, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, donc on a peu de temps, donc des comédies sentimentales et beaucoup de pièces à suspense. Voilà, là c'était tout là, je cite l'histoire d'une jeune fille en entreprise qui cherche pour avoir une augmentation de salaire et harcelée par son patron, etc. Comédie burlesque. Voilà une pièce, je parlais du metteur en scène Renien, un des plus connus à Shanghai. Donc une des pièces qu'il a faites s'appelle Tien Boku, hein, c'est Madame Argent Beaucoup, hein, Tien Boku, beaucoup d'argent. Voilà, ça parle d'argent, ça parle de, voilà. On voit ici le mensuel dans des pièces anglo-saxonnes entièrement importées aussi, donc importées costumes, scénographie, traduction de la pièce et recréées pratiquement à l'identique. Ce sont vraiment des produits, on va dire, qui sont vraiment importés, donc vraiment importés de ce qu'on peut voir dans les théâtres anglais ou américains commerciaux.
dans beaucoup de pièces qui sont adaptées des films. Et pourquoi ça? Parce qu'on se dit, si le film a marché, la pièce pourra marcher pour attirer du public. Donc on prend les films et on les met au théâtre, ce qui ne marche pas forcément toujours, évidemment. Mais on a toujours l'impression que c'est une garantie. Et on a également aussi des adaptations de romans. Alors parfois, Sous-Joreux est un film qui a relativement marché. Il y a eu une adaptation théâtrale. Moi, je l'ai vu. Pas un franc succès. On a eu aussi des choses plus osées, comme l'adaptation de Deuxième sexe de Simone de Beauvoir sur la scène, avec une scénographie faite par un metteur en scène de Hong Kong, etc. Pareil, moi j'ai vu ces pièces-là, non pas parce que je les ai vues. Alors malheureusement Simone de Beauvoir est jouée par une actrice qui joue un peu, enfin qui bétifie, qui joue un peu l'enfant, donc elle est un peu attardée. Et celui qui joue Sartre est guère plus mature qu'elle. Donc ça marchait, c'est dommage. Il y avait des idées, il y avait une ambition, il y avait une scénographie qui était originale, mais voilà. Voilà, La Peste aussi, qui est une pièce reprise chaque année. Donc ça, c'est l'engouement aussi pour les comédies étrangères. Alors, étonnamment, une pièce que vous connaissez peut-être en France, qui s'appelle Ars de Yassine Reza, une pièce qui s'exporte partout dans le monde, a rencontré un énorme succès à Shanghai, sa version chinoise. Elle a été reprise plusieurs années successives. C'est une pièce qui fonctionne très bien. Joyeuse Pâques aussi, ça c'est encore du théâtre amateur de Bouvard, ça fonctionne beaucoup. On a beaucoup ce genre de pièces. Vous voyez, on voit même que les décors, les maquillages sont repris des versions occidentales. En plusieurs versions. Et puis, on a aussi des adaptations, comme on a vu, on a vu tout à l'heure, le Deuxième sexe, qui n'était pas vraiment une œuvre de théâtre, mais on a aussi des pièces de théâtre directement reprises. Notamment Huis clos de Sartre. Huis clos de Sartre, c'est une pièce assez rude. Il faut savoir que Sartre n'est pas vraiment ce qu'on appelle l'auteur de théâtre, c'est plutôt un philosophe qui utilise, un écrivain, un penseur qui utilise le théâtre à ses fins, et que ces pièces ne vont pas être prises réellement avec une dramaturgie, même si on les joue aussi en France. Elles sont pas réellement, on sait qu'elles ne sont pas vraiment adaptées pour des dramaturgies classiques, mais on les a jouées ici donc, à Shanghai à la fin des années 90, reprises avec des affiches un peu plus modernes, donc toujours au début des années vers 2013. Voilà quelques images de ce huis clos de Sartre, surréaliste avec le visuel, mais le canapé rouge sur scène. Voilà. Voilà, huis clos, par le Centre dramatique de Shanghai en 2014. Des pièces plus audacieuses parfois, un peu moins à la mode maintenant, à une époque où on se lâchait un peu sur scène. On ne voit pas que les nus sont interdits dans l'opéra, dans le théâtre en Chine sur scène, mais on a eu quand même quelques passages un peu audacieux au début des années 2000. La vis a été resserrée récemment par la création de petits bureaux culturels locaux. Vous avez des vieilles dames et quelques jeunes assistantes qui viennent voir votre pièce dans des répétitions et qui vont dire « ah ça non ». Et vous avez beau être le son dramatique, vous devez changer de phrase, vous devez retirer. Et même le son dramatique doit faire, qui est reconnu, hein, donc ils n'ont pas de problème avec eux, mais quand on leur dit non, c'est non. Alors une fois, il y avait une scène d'annonce, une couverture qui bougeait un peu trop, on dit « ça non ». Donc il faut sortir la couverture de scène, il ne faut pas qu'on voit la scène, etc. C'est très aléatoire parce que ça dépend de la petite dame et de sa jeune assistante à côté du bureau local qui leur rend la pièce. Donc selon l'arrondissement, selon le district, vous avez des configurations très différentes qui peuvent intervenir. Le catfly, c'est un grand classique du répertoire étranger. Vous voyez, on se déguise à l'occidental, sans le loin, avec des chapeaux melons, des bottes, des prêtres, enfin tout est. Voilà. On n'a absolument pas voilà. On n'aura pas le temps de voir des extraits, mais je sais pour vous montrer un tout petit peu. Voilà. Voilà le genre, hein, très théâtral. Le rouge et le noir de Stendhal, également adapté à la scène avec une scénographie qui n'est pas forcément très belle. La Dame au caméléon aussi, donc rejouée un peu plus tard. Voilà. Un peu étrange, ouais. Beaucoup de pièces occidentales, on a beaucoup aimé, le public shanghaïen, on est beaucoup plus friand que le public pékinois. Voilà. Comme nous sommes la société d'études historiques des Français en Chine, quelques coopérations franco-chinoises qui ont marqué un peu ces dernières décennies. Donc la plus ancienne, j'espère qu'elle va se lancer. Je ne vais pas vous la montrer en entier, mais ça résume bien un peu l'engouement du théâtre. Vous vous rappelez, je vous ai dit, dans les années 80, il y avait quand même une sorte de volonté de rafraîchir un peu le théâtre et de faire des choses audacieuses. Eh bien, il y a eu, je
sais plus à quelle occasion d'ailleurs, la ville de Shanghai avait invité le Théâtre National de Marseille, dont le metteur en scène s'appelait Marcel Maréchal, à monter les Trois Mousquetaires à Shanghai en 1985. Et j'ai retrouvé les archives de l'INA, donc un journal de la FR3 qui. Je suis désolé parce que je ne vais pas passer Je vais vous montrer, j'ai peur de PowerPoint de ne pas pouvoir passer Je vous montre deux, trois phrases et puis on passe à la suite. Je vais vous montrer un peu ce qui se fait dans les années 80. Voilà, je peux vous montrer, c'est bon, un extrait. Pourquoi j'ai montré ça? Parce que c'était 1985 et étrangement, entre 1985 et pratiquement les années 2010, il n'y a étrangement plus de grandes coopérations sérieuses, on va dire, visibles au niveau du théâtre entre la France et la Chine et même très peu au niveau international. Il y a eu un trou entre la fin des années 90. Le développement, l'ouverture à l'économie de marché a fait que les subventions, les contraintes budgétaires, je pense en grande partie, ont dû jouer. Je ne vois pas trop d'autres explications, parce que la Chine à ce moment-là n'était pas particulièrement fermée, mais on a eu très peu de choses. Voilà. Donc ça, c'était des petits spectacles après qui ont vu à la fin, vers les 2010 et autour, donc des spectacles de petit format où on a fait intervenir des metteurs en scène étrangers. Là, c'est un spectacle qui s'appelle Augmentation. À l'instant, c'était Marguerite Duras qui a été joué, avec l'actrice française, mais en Chine. L'Augmentation de Georges Perec, moi j'ai participé, qui a été montée par un metteur en scène français qui s'appelle Denis Guénou, une pièce très drôle qui raconte justement, alors là, c'est pas du tout la même chose que Toulala tout à l'heure, c'est une personne qui voudrait que Georges Perec est un passionné de mathématiques et ces pièces sont des structures schématiques mathématiques. Donc dans la pièce, plusieurs employés, ils n'ont pas de nom, 1, 2, 3, il y en a qui s'appellent, ils sont tous des noms un peu ahurissants, et ils vont faire le tour du bureau de leur entreprise pour aller demander une augmentation au patron. Mais avec des ou bien. C'est ou bien la secrétaire est là, ou bien elle n'est pas là. Alors, si elle n'est pas là, on repasse en demande, espérant qu'elle sera là. On se promène, voilà, et on revient ou bien de bonne humeur, ou bien de mauvaise humeur. Si elle est de mauvaise humeur, on peut mieux repasser le lendemain, on repart, etc. Et jusqu'à obtenir une occasion, d'obtenir un entretien pour oser demander à son patron une augmentation de salaire. Voilà. J'ai un extrait, mais faute de temps, je ne vous montrerai pas l'extrait vidéo, mais si on a le temps à la fin, on verra. Voilà quelques images. Donc ça, c'est le metteur en scène français qui a travaillé ici. L'École des femmes, jouée en 2014 dans le Centre dramatique de Shanghai par metteur en scène Vincent Collin, avec des acteurs connus, donc joliment, dans un théâtre, dans un décor années 50, 40. Alors c'est une pièce, il faut savoir, qui a été montée un peu sur les chapeaux de roue parce que les premiers metteurs en scène qui ont été invités pour monter à Molière en Chine ont dit oh non, en un mois ou un mois et demi, moi je prends pas de risque parce que pièce classique en Chine, en l'espace d'un mois ou un peu plus, ça me paraît trop difficile et trop risqué. Et donc le spectacle a été un peu traîné, il a été monté un peu sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé dans l'équipe, j'ai été surpris de découvrir que les acteurs chinois qui ont joué l'École des femmes, alors certains ont 40 ou 50 ans d'ancienneté dans la maison, il y a même des anciens acteurs retraités, c'était la première fois pour la plupart d'entre eux, mais presque tous, qui jouaient une pièce classique du répertoire français ou anglais. Ils n'avaient jamais joué ni de Shakespeare, ni de Molière, etc. C'était un peu étonnant. Mais ils avaient joué beaucoup de choses, mais pas de pièces classiques. Donc c'était vraiment pour eux une découverte du théâtre classique. Alors qu'à une certaine année, donc Blackbird, on parlait tout à l'heure du théâtre de Célestin, donc c'est une pièce contemporaine, pour laquelle j'ai été assistant. On a eu également du Marivaux, là avec des jeunes acteurs de l'Académie de théâtre de Shanghai, une pièce française Marivaux, toujours par Denis Boissé, un jeune metteur en scène qui n'est plus à Shanghai maintenant. On a eu la troupe du Chêne Noir, qui est le principal théâtre privé d'Avignon, qui avec l'Académie avait coopéré sur le scientifique, donc l'histoire de la Chambre de l'Ouest. C'était une coopération avec des étudiants de l'Académie, qui sont allés jouer au théâtre du Chêne Noir à Avignon. Donc là, on est dans ces créations hybrides dont je parlais tout à l'heure, où on essaie de mélanger les répertoires chinois avec théâtre occidental. Souvent, ça a été fait d'ailleurs par des acteurs
par des metteurs en scène étrangers souvent. Le Roi Sommeur, là c'est des choses, des pièces étudiantes faites avec des metteurs en scène français qui ont aussi joué un peu plus tard des pièces en France, mais pas toujours. L'émission de télévision de Vinaver, c'est également des pièces jouées par des étudiants de l'Académie de théâtre de Shanghai. Alors l'Académie de théâtre de Shanghai, il faut le savoir, parce que c'est vrai que sur le nom en tant que tel est assez imposant. On pense que les metteurs en scène qui sont venus travailler à l'Académie de théâtre de Shanghai pensent tous arriver dans un lieu extrêmement professionnel. Et en réalité, il y a quand même un fossé, on peut dire, entre les métiers de l'art, les métiers de la scène qui sont pratiqués en Chine, à Shanghai, et la façon dont ils travaillent en Chine. Et l'un des premiers problèmes, je ne peux pas tous les développer, mais il faut savoir qu'en Chine, malheureusement, les élèves, les étudiants qui vont en général dans les académies dites d'art, comme les académies de théâtre, ne sont pas les bons élèves. Les bons élèves essaient en général, je parle pour la généralité, il y a des exceptions évidemment, les bons élèves essaient d'aller vers les facultés nationales, donc c'est un système pyramidal, on va vers l'université de Pékin, l'université de Fudan, etc. On va vers l'université, et quand on n'arrive pas à entrer à l'université, on se rabat vers des écoles dites d'art ou autres, ou techniques selon les compétences. Et donc souvent, les étudiants qui vont dans ces formations théâtrales ne sont pas forcément des étudiants qui ont un goût pour la lecture, qui ont un goût pour les études, mais très souvent, les frais de scolarité sont bien plus élevés, mais les familles sont plus riches, donc elles peuvent supporter ce coût-là. Et évidemment, il y a un revers de la médaille qui fait que dans ces académies-là, on a un grand nombre d'étudiants, d'élèves qui sont un peu d'enfants gâtés, mais qui n'ont pas vraiment ni de passion, ni de motivation pour l'étude, pour la lecture, pour le théâtre, et qui se retrouvent là un peu à défaut de mieux pour avoir un diplôme plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'est un des grands problèmes. Ça évoluera sûrement avec le temps, ça doit sans doute évoluer maintenant avec la jeune génération, mais c'est un problème. On a ensuite évidemment beaucoup de pièces, coopération internationale montée, metteurs en scène russes, anglais ou français, qui travaillent avec des acteurs chinois. D'ailleurs, c'est souvent ce qui a créé, je crois ne pas me tromper en disant que c'est les plus grands succès commerciaux des pièces jouées à Shanghai, très souvent ont été des coopérations sino-étrangères. Pas toutes, mais beaucoup. Voilà, ici c'était Oncle Vania, ici c'était La mort et la jeune fille, la fille de la mort. Ici, quelqu'un de bisous dans une pièce contemporaine. Je passe un petit peu. Évidemment, les coopérations internationales sont toujours bienvenues, mais ça n'a pas toujours été très facile, aussi pour des raisons de langue. Par exemple, Alexandre Michel disait il y a des pièces en anglais, est-ce qu'on joue en anglais à chaque fois? Alors on ne joue pas en anglais. On pourrait inviter plus de pièces et avoir plus de pièces surtitrées, mais les producteurs de théâtre sont très frileux et se disent non, des pièces en anglais, c'est pas pour, en langue étrangère, c'est pas pour notre public. Mais ça se fait quand même. Le Grand Théâtre de Shanghai le fait. On le voit pour des festivals internationaux de théâtre. Là, on peut inviter les pièces étrangères. Le public sait qu'il va avoir une pièce en anglais, donc il vient le voir volontiers. Mais c'est vrai qu'on évite à faire venir des troupes étrangères. Ou alors, c'est les troupes, la comédie française, des troupes vraiment très très connues dans le monde. Parce que là, il y a quand même un public qui est prêt à acheter les billets. Comme vous savez, sont relativement chers, surtout dans les grands théâtres. Voilà, et puis un théâtre hybride donc, qui se rapproche du chinois, et puis un théâtre aussi proprement chinois. Donc au tout début, je vous ai parlé de toutes ces pièces chinoises dont je ne vous ai pas reparlé pour l'instant, mais il faut savoir que, évidemment, les romans chinois et le répertoire chinois continuent aussi de vivre, ce répertoire d'auteurs chinois. Alors parfois ici, ce sont parfois des romans de Zhang Hailin qui sont adaptés à la scène, parfois ici une pièce de Xia Yan, donc c'est sous les gouttières de Shanghai, qui est un grand classique du théâtre des années 30-40 à Shanghai, qui est souvent repris. On a aussi parfois des créations. Alors ici, une pièce de théâtre qui avait été jouée avec Ting Ting, vous savez, la danseuse, je pensais que c'était reconvertie, etc. Voilà, mais bon, c'était une production assez commerciale, assez grand public, j'avais vu les pièces, pas de très très bon goût. Voilà, il y a aussi toujours un peu de pièces révolutionnaires. 1977, d'abord a été un film avant une pièce qui raconte l'année après la révolution culturelle. Il y a eu une année où les étudiants étaient autorisés à repasser les examens universitaires, alors qu'ils étaient fermés, tout était interdit. Donc c'est un film qui raconte ça, et la pièce a été, l'adaptation théâtrale a été montée au Centre dramatique avec un rétracteur sur scène. Voilà, donc la pièce. Et puis un théâtre qui nous intéresse, nous, plus parce qu'on est étranger, je pense que ce sera plus notre curiosité, c'est un vrai théâtre historique chinois, c'est-à-dire qui nous parle un peu de la culture et de l'histoire chinoise. Donc ça, évidemment, pour nous, c'est toujours plus
plus intéressant. Donc l'une des grandes pièces à succès, par exemple, a été Shanyang. Elle a été remontée récemment, il y a même pas 2 ans, je crois, 1 an ou 2, après le Covid, qui raconte l'histoire d'un légiste chinois qui a essayé de réformer, qui s'était heurté à toutes sortes de possibles. Bien sûr, il y a une dimension légèrement politique derrière, mais c'est une vraie pièce historique dans laquelle on peut quand même voir une partie de l'histoire de la Chine et tout un vécu, Donc, moi, il me semble qu'en tant que spectateur, dès qu'on va voir un spectacle vraiment sur l'histoire chinoise, même si la distribution n'est pas la meilleure, on a quand même toujours ce fond de culture qui est toujours intéressant à découvrir parce qu'il nous apporte toujours des connaissances ou un produit original. C'est toujours intéressant aussi de voir comment les Chinois présentent et perçoivent leur propre histoire, leur propre culture. On a eu Shanyang, mais on a eu aussi Li Yanzi, qui est l'histoire d'un empereur des Tang qui, brillant chef militaire, qui à la fin de sa vie s'est un peu désintéressé des affaires d'État, etc. Donc là aussi, on a eu une très belle, un très beau spectacle, à mon avis, assez intéressant à voir. Elle était remontée en 2005 la dernière fois, avec des beaux acteurs. Ici, Liang, qui était le directeur artistique du Centre dramatique de Shanghai. Voilà, mais ce théâtre historique n'est pas toujours non plus de bon aloi, il peut y avoir aussi des ratés. Alors là, l'exemple, la marche du général, moi je l'ai vu aussi. Alors les costumes sont très jolis, on va dire. Ce qu'on ne voit pas sur les photos là, c'est le fond d'écran, c'est-à-dire la scénographie finale, c'est exactement votre fond d'écran Windows. Le ciel bleu et la montagne verte. Donc voilà, il y a des ratés comme ça, et la dramaturgie de la pièce était un peu mal faite parce que l'histoire d'avance, c'est l'histoire d'un général qui se bat contre un général, l'histoire est très connue en Chine, et l'histoire était tellement téléphonée qu'on sait d'avance ce qui va se passer, parce que l'histoire est connue, et on attend en permanence qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Ça traîne un peu en longueur, c'est dommage. Mais, voilà. Mais au niveau de la scénographie du jeu, de la façon dont les Chinois voient et présentent leur histoire, il y avait quand même des belles choses. Et puis la rencontre vraiment, alors pour en parler de l'opéra chinois avec le théâtre, on a peu d'exemples, mais il y en a quelques-uns. Alors l'une des plus grandes réussites à mon sens, et probablement l'une des plus belles pièces que j'ai vues à Shanghai, s'appelle en anglais, le titre c'est The Last Opera, c'est Liangshan Meeting. Liangshan Meeting, c'est un nom qui vient de la pièce Boutin-Tim, le pavillon au pivoine, et c'est en fait une pièce relativement neuve, qui date des années 80, écrite par un jeune dramaturge shanghaïen qui a fait partie de sa carrière à Nankin, et qui raconte en fait la fin, une histoire assez triste de la fin d'une école d'opéra de Kunchu, opéra très chinois, dont le maître n'arrive plus à transmettre à sa descendance son art, parce qu'il y a un fils qui veut partir aux États-Unis, qui pense que l'opéra chinois c'est fini, c'est mort. Pour lui, ce qu'il veut, c'est la modernité, c'est aller à l'étranger. Il a un fils qui est infirme, qui boit, donc impossible de faire de l'opéra. Et après, il a une étudiante qui est brillante, mais qui est une fille et qui ne peut pas jouer le premier rôle masculin. Donc c'est un petit peu la fin d'une époque, en fait, qu'on voit à travers cette pièce. Cette pièce a été montée en scène dans une coopération sino-russe en 2005 pour le centenaire de le théâtre chinois, on le date de naissance de 1905, donc pour le centenaire de la naissance du théâtre parlé chinois. Et donc ça a été joué. Alors étrangement, cette pièce a été, à mon avis, une des plus grandes réussites dans le dramatique. Ils l'ont joué par la suite une fois aussi, on n'en a plus jamais reparlé, et même dans les biographies des acteurs qui participaient, elle n'apparaissait pratiquement pas. Et mystérieusement, il y a quelques années, ils l'ont remonté, ils avaient recherché le même metteur en scène russe, mais la distribution n'était pas du tout la même, et c'était beaucoup moins réussi que la version de 2005, qui elle est vraiment surprenante à tous les niveaux, scénographique, dramaturgique. Mais il y avait un metteur en scène russe, un chorégraphe russe, un directeur artistique russe, un musicien russe, un professeur d'opéra chinois, donc l'opéra traditionnel, et des acteurs. Je voulais, si on peut terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, juste vous montrer un extrait de cette pièce, parce qu'elle n'est pas très, on va dire, elle n'est pas très verbeuse, on va dire, donc on peut voir un tout petit, je sais pas si j'ai 2 extraits, on va voir un autre extrait, excusez-moi, juste pour vous montrer un extrait. L'histoire se passe dans une école d'opéra.
j'arrête ici pour raison de temps, mais c'est une très jolie pièce à voir, un très beau travail sur les sons, sur la chorégraphie, beaucoup de mouvements quand on ne connaît pas la pièce, les amateurs pourraient croire que c'est un vrai mouvement d'opéra chinois, dans lequel les chorégraphes russes avec des professeurs d'opéra de Corée du Sud, donc d'opéra traditionnel, ont mélangé les mouvements de façon qui gardent un peu l'esprit, mais qui ne sont absolument pas conformes au mouvement traditionnel, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'opéra chinois pourrait s'y perdre et pourrait croire que c'est l'opéra, alors que ça n'en est pas toujours. Voilà, c'est très innovant. Voilà, je vais arrêter, il y a eu beaucoup d'autres pièces chinoises que je ne vous présenterai pas. J'essaie d'aller à la dernière diapositive de conclusion. Je vais parler un tout petit peu à la fin de l'opéra et des pièces d'amour. Voilà, je vais terminer aussi sur le théâtre amateur, mais on va passer. On va passer et je vais juste aller. Ah, si, voilà.